Et on est avec Anaïs. Hello Anaïs et bienvenue, ou devrais-je dire re-bienvenue, dans cette interview pour nous aider sur les questions juridiques des auteurs. Donc si tu veux bien, tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs, voir ce que tu fais et ce que tu écris aussi. Bonjour Ingrid, merci beaucoup déjà pour ton invitation dans ce super podcast. J'écoute toujours tous les numéros que tu postes et notamment le dernier que j'ai beaucoup apprécié. Ah, Donc merci. moi c'est Anaïs Guiraud, donc je suis dans la vie de tous les jours, on va dire, juriste en droit des affaires. Donc j'ai effectivement un parcours de plus de 20 ans d'expérience dans le droit spécifique des entreprises et des contrats notamment, et tout ce qui est aussi propriété intellectuelle, ce qui fait que avec ce petit bagage, j'aide pas mal les auteurs qui peuvent me poser des questions. Et je suis également du coup autrice, selon ce qu'on préfère, de romans historiques. Donc j'ai écrit pour le moment 2 romans historiques. Le premier s'appelle Absolution et le second, qui est sorti début février, s'appelle Les Mirages de Terre Sainte. Et ce sont des romans qui se passent tous au XIIIe siècle, qui est une période que moi j'affectionne beaucoup, d'abord par rapport à une histoire personnelle, puisque c'est l'histoire des Cathares, de la croisade contre les Albigeois, etc. Et c'est mes racines, en fait, languedociennes aussi, qui s'expriment par ça. Et ensuite, c'est un siècle qui est hyper intéressant au niveau historique, politique, sociologique et tout ce qu'on veut. Donc, mes romans sont basés essentiellement sur cette période-là. Voilà. Et j'ai aussi une petite nouvelle qui s'appelle Fortunae et qui est une nouvelle un peu spécifique que j'ai voulu participative. Donc en fait, j'ai posté la première nouvelle en ligne il y a quelques mois et que ça a pas mal plu. Et comme elle se finit un petit peu comment on peut dire, abruptement, j'ai demandé à mes lecteurs ce qu'ils voulaient que j'écrive la suite. Et effectivement, ils ont souhaité. Donc, via mon compte Instagram, je leur pose des questions pour orienter l'histoire et qu'ils écrivent la suite avec moi, en fait. Donc, voilà, ça, c'est mon petit projet actuel. Et donc, ensuite, pour tout ce qui est juridique, en parallèle de mon travail habituel, je propose aussi mes services aux auteurs qui seraient en difficulté via, on en reparlera peut-être après, la plateforme Le Petit Romancier. Voilà. Yes, et bien sûr, on mettra tous les liens dans les notes du podcast. Alors, avant de commencer et d'attaquer le vif du sujet, détendons-nous un peu, on est quand même au Café des auteurs. Et Anaïs, qui sont les auteurs qui t'inspirent? Alors, c'est une vaste question. C'est vrai qu'il y en a quand même un petit paquet, mais toujours pour partir sur l'idée de mes racines et de mes origines languedociennes qui sont hyper importantes pour moi. Le premier, je pense, qui m'a fortement influencé, ça reste Marcel Pagnol. Pour la petite anecdote, mon grand-père avait une très très belle vitrine de livres quand j'étais enfant qui me faisait rêver, et notamment toute la collection des ouvrages de Marcel Pagnol dédicacés et dorés sur tranche en cuir, très très beaux ouvrages qu'on voit plus tellement aujourd'hui. Et il me disait toujours, quand tu seras grande, ils seront à toi. Et effectivement, ils sont à moi aujourd'hui, ils sont dans ma bibliothèque. Et Marcel Pagnol, c'est vraiment un auteur que j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que, en dehors de tout ce qui est le récit de l'enfance, la bienveillance, la nostalgie, il est aussi la preuve qu'on peut venir d'un milieu très modeste, un papa instituteur, une maman qui était femme au foyer à l'époque, comme beaucoup, sans beaucoup de moyens financiers ou de choses comme ça, mais qu'on peut arriver vraiment à suivre ses rêves et si on a vraiment envie de faire quelque chose, à le faire. Et c'est quand même devenu un auteur hyper connu, et c'est aussi le fondateur de tout ce qui est la cinématographie française, et notamment le fait que Marseille est encore aujourd'hui un centre cinématographique très important en France. Donc je trouve que c'est une personne qui est peut-être aujourd'hui un peu désuète, mais que moi je trouve une personnalité hyper inspirante et qui m'a toujours bien inspirée. Et le second que je peux citer, que je cite toujours, ça reste Serge Brussolo. Alors là, Serge Brussolo, c'est vraiment pour sa très très grande créativité, sa capacité à écrire sur tout, et puis à écrire, à faire ça bien, quoi. Moi, j'aimerais être Serge Brussolo, en fait. J'aimerais le rencontrer, j'aimerais vraiment lui parler pour dire, mais comment vous faites pour passer de la science-fiction au médiéval fantastique, au total fantastique avec la saga du roi squelette, à tout ce qui est jeunesse avec Peggy Sue, ou à des choses beaucoup plus sombres avec un de ses ouvrages qui est mon préféré, qui est Hurle-mort. Donc voilà, il y a Hmm. vraiment
une créativité incroyable chez cet homme, et tout ce qu'il écrit, moi je trouve ça juste excellentissime, donc je continuerai de lire Serge Bossolo jusqu'à ma mort, je pense. Yes, c'est vrai que moi je connais pas assez bien d'ailleurs. Faudrait que je lise plus. Je connais surtout ce qu'il a fait de jeunesse. Merci pour cette réponse, ça m'inspire beaucoup d'ailleurs cette histoire du grand-père. Moi aussi, c'est un petit peu ma porte d'entrée dans le monde des livres. C'est nos grands-parents ou parents souvent. Alors bon, maintenant revenons au sujet et donc ce qu'on va faire dans ce podcast, c'est qu'on va plus ou moins faire 3 thématiques. La première thématique, ça sera vraiment ce qu'on a le droit de faire au sein d'un livre, un petit peu nos droits finalement d'auteur en tant que contenu du livre. Puis vraiment les droits d'auteur au sens vraiment contrat d'édition, etc. Et enfin, on attaquera plutôt l'aspect auto-édition et un peu les questions bonus. Donc Anaïs, ce que je te propose, c'est déjà de nous dire un petit peu ce qu'on a le droit de faire un peu dans un roman. Est-ce qu'on a le droit de citer un autre roman? Est-ce qu'on a le droit de citer un personnage, etc. Alors effectivement, quand on écrit un roman ou une œuvre, quelle qu'elle soit en fait, hein, déjà il faut comprendre que on est toujours protégé, en tout cas en droit français, c'est un petit peu différent en droit anglo-saxon avec le copyright, on est toujours protégé du moment où notre œuvre est originale. En fait, le droit d'auteur, c'est quelque chose que je peux qualifier d'absolu, c'est-à-dire du moment où je vais créer, je vais avoir des droits d'auteur, je vais être l'auteur et je peux être protégé. Donc, toutes les œuvres sont soumises à ce droit. Et dans un autre sens, le sens inverse, moi, en tant qu'auteur, si je souhaite me servir d'une œuvre, mais quelle qu'elle soit, musicale, d'un autre auteur, ou même une photographie ou une œuvre graphique, eh bien, je dois respecter aussi les droits des autres personnes. Donc, par exemple, si on prend le droit de citer, la possibilité de citer dans un roman une œuvre en particulier, que ce soit une chanson, que ce soit une autre œuvre, c'est possible dans le respect d'un certain nombre de normes, et notamment dans ce qu'on appelle l'exception de courte citation. Donc l'exception de courte citation, elle est consacrée par le Code de la propriété intellectuelle, donc c'est quelque chose de tout à fait légal, mais bien entendu, ça prévoit d'une part que nous, en tant qu'auteur, par exemple, si quelqu'un voulait utiliser une citation de notre œuvre, on ne peut pas le lui interdire, mais il faut respecter un certain nombre de choses, et notamment le fait que la citation soit courte, et ensuite que l'auteur de l'œuvre soit cité. Donc soit c'est une petite note de bas de page pour parler de façon très pratique, soit on le cite directement dans le texte. Par exemple, ça peut être elle fredonnait cette chanson très connue de Jean-Jacques Goldman, et ça faisait voilà, et on cite l'extrait qu'on souhaite utiliser dans notre récit. Et là, comme il y a marqué c'est Jean-Jacques Goldman, on sait que c'est lui, il n'y a pas de souci, on peut tout à fait l'utiliser. Donc il faut que la situation soit courte et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de l'auteur, bien entendu. Il ne s'agit pas de déformer ce qu'on souhaite citer ou de l'insérer dans un contexte qui sera contraire à ce que l'auteur a voulu dire. Par exemple, si je souhaite citer Simone Veil, qui est connue pour être une très grande féministe, mais que dans mon ouvrage, je souhaite me servir de sa citation totalement à l'envers pour renverser et pour aller contre le féminisme, ça peut poser un souci. Ce n'est pas correct parce que je ne respecte pas le droit moral de Simone Veil qui était, elle, dans une optique de féminisme. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Et ensuite, dans la mesure où on est court, on respecte et on cite la source, il n'y a pas de souci. On peut utiliser, que ce soit des morceaux d'autres ouvrages qui servent notre propos, des chansons, des extraits de films ou des choses comme ça, c'est tout à fait envisageable. Donc ça, c'est vraiment la situation dans un ouvrage d'une autre œuvre. Donc il y a vraiment assez peu de choses à retenir, c'est court, on cite la personne et on ne porte pas atteinte à son droit de base, à ce qu'elle a voulu dire à la base pour le déformer ou pour lui porter un préjudice. Hein, ça aussi, on peut le voir. On va retrouver un petit peu la même chose en ce qui concerne la protection de la vie privée des personnes et leur citation dans des œuvres. Si j'écris un roman sur des faits qui sont vrais, véridiques, avec des personnes qui ont existé, je dois m'assurer de deux choses. Premièrement, on peut dire que ça va s'appliquer uniquement aux personnalités qui sont contemporaines de nous. C'est-à-dire que moi, qui écris des romans historiques qui se passent au XIIIe siècle, j'ai peu de chances que les descendants de Saint-Louis ou les descendants de Pierre de Castelnau viennent me dire que je porte atteinte à leur ancêtre. Attention, très Anaïs. Voilà, mais a priori,
c'est pas un risque très très élevé. Par contre, si j'écris un roman qui est contemporain et qui fait intervenir des personnes qui sont vivantes ou qui ont des descendants proches, là, il faut que je fasse vraiment, vraiment attention. Je peux utiliser ou nommer une personne réelle dans mon roman, mais je ne dois pas porter atteinte à sa vie privée. Et là, on va retrouver un petit peu une similitude avec l'exception de courte citation qui est « je ne dois pas porter atteinte aux droits de la personne que je souhaite insérer dans mon roman ». Là, c'est vraiment, on va tomber quand même dans des cas de diffamation, par exemple, hein, où là, voilà, j'ai en tête l'ouvrage de Régis Geoffrey qui s'appelait Sévère, sur l'histoire du banquier Stern, qui est mort pas très loin de chez moi, là, à Genève, dans un hôtel, dans des circonstances extrêmement troubles. Voilà, les héritiers de la famille Stern ont trouvé que ça allait trop loin dans le roman et ça portait atteinte à la mémoire et à la vie privée de leurs parents, ce que je peux tout à fait, on peut comprendre ça. Il ne faut pas que ce soit dénigrant ou que vraiment ça cause un préjudice. Là, on est dans quelque chose de très strict, hein. On peut ça. utiliser la personne, voilà. C'est la vie privée, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais non, effectivement, vas-y. C'est vrai que quand on parle de ça, on a tendance à avoir un petit peu peur à se dire, oh là là, on n'a rien le droit de faire dans un roman, mais il faut bien garder en tête que si il n'y a pas d'intention de nuire, entre guillemets, je pense que c'est un peu ce que tu dis par diffamation, etc. Bon, si j'ai envie juste de dire que la maîtresse d'école du village, elle s'appelait tant, et qu'en plus, moi, ça me fait plaisir, ça la mentionne, bon, je pense pas qu'elle viendra dire que ça lui portait préjudice si on le fait de manière hommage ou un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit qu'on a aussi... comme tu dis, cette exception de courte citation pour une œuvre ou un peu l'équivalent de la vraie vie pour respecter la vie privée, mais qu'au final, on peut aussi rester dans le domaine du bon sens et se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que vraiment, par exemple, j'ai besoin de parler de ça? Si j'ai des doutes aussi, tant qu'à faire, si j'ai des doutes, autant pas forcément le mettre. Par contre, si c'est, je pense notamment, si le président c'est Nicolas Sarkozy à l'époque et que je raconte un truc qu'il a fait à la télé, etc. Bon là, on sort un petit peu du côté vie privée parce qu'il est une personnalité publique. Mais voilà, il était président, on le sait tous, donc on n'est pas en train de lui nuire non plus. Voilà, c'est vraiment, la limite, elle est vraiment dans ce que tu dis, dans l'intention de nuire. C'est vraiment ça. Si je dis Nicolas Sarkozy était président ou sous la présidence de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, il s'est passé des attentats, etc. et qu'après je raconte l'histoire de ces attentats, ou d'une personne qui a subi ça, a priori, j'ai pas de souci, je ne nuis pas à la personne. Par contre, ça peut aussi fonctionner dans le sens de prêter des pensées à une personne réelle qui puisse lui nuire. Hein. J'ai en mémoire là c'était Philippe Besson qui avait écrit un ouvrage sur l'affaire de Grégory Villemain, hein, le petit Grégory, et qui avait prêté vraiment à sa maman, qui s'appelait Christine Villemain, je crois, des pensées de meurtre sur son enfant. Ah oui. Donc là, voilà, là c'est vraiment problématique. Là, on est vraiment parce que cette dame, complètement, et cette dame, il faut se rappeler, elle a été à un moment donné suspectée, elle a été blanchie, donc revoir mis ça sur le tapis, là oui c'est très gênant, et là on sent quand même qu'il y a un gros problème. L'essentiel c'est de rester de bonne foi, de faire attention, comme tu disais, quand l'affaire est un petit peu surmédiatisée ou la personne très très médiatique, est-ce que j'ai vraiment envie d'inclure cette personnalité comme personnage récurrent dans mon roman? Est-ce que c'est une nécessité? Et si oui, toujours garder à l'esprit qu'on reste de bonne foi, on reste correct et on ne dénigre pas les gens. Ça peut aussi être des gens du quotidien, comme tu disais tout à fait, l'institutrice par exemple. C'est un excellent exemple, c'est une personne qui n'est pas connue, mais qui pourrait se reconnaître dans le roman. Et si par exemple j'ai écrit cette institutrice, vraiment elle était super nulle et elle m'a rien appris et c'était une très mauvaise institutrice, elle peut effectivement estimer que ça apporte atteinte à sa vie privée et à sa personne. Et donc ça, c'est un risque qui existe. Alors après, il faut bien entendu être raisonnable. Le risque qui va exister quand c'est aussi des romans qui ont une très très grosse diffusion, qui vont avoir un très gros succès, et c'est là que le risque financier purement et simplement va naître. Si c'est mon roman et que j'en vends 100 et que la personne en question ne le lit pas, a priori, quand même, le risque reste réduit. Hein. Faut aussi être logique, quoi. Hein. C'est clair. Puis, je pense qu'effectivement, comme on le dit, à voir si c'est vraiment essentiel. Je pense qu'effectivement, on a souvent un peu ce manque de recul, surtout quand on commence un roman, et du coup, on se pose toutes ces questions-là. Mais en fait, finalement, après coup, je pense, notamment à la fin de l'écriture, on peut peut-être se dire, bon, finalement,
est-ce que vraiment je suis obligée de mentionner ce truc-là alors que j'ai un doute sur le fait que j'ai le droit de le faire? Bon, tant qu'à faire, autant peut-être ne pas le faire et changer un petit peu les choses. Et je pense notamment au fait de se dire, ah bah j'avais nommé mon institutrice, mais bon, je raconte quand même un fait, par exemple, ça pourrait être le cas. Et bon, bah si j'ai un doute, bah j'ai qu'à enlever son nom. Et puis comme ça, on sait plus du tout que c'est elle, parce qu'il n'y a pas spécialement de nom du village, etc. Donc effectivement, ouais, c'est Oui, intéressant parce qu'on est au croisement entre plusieurs domaines finalement. c'est ça, totalement. Et surtout, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait, par exemple, qu'on peut diluer. Effectivement, si je cite l'institutrice de mon village, mais que j'appelle mon village totalement autrement, et l'institutrice, ça devient un instituteur et il a un autre nom, voilà, Oui, là, il n'y a plus clairement, rien. le risque, voilà, le risque est extrêmement réduit. Après, il y a quand même eu des cas où des personnes ont poursuivi, alors c'était plutôt intrafamilial, mais des personnes ont poursuivi les auteurs en disant, bah non, moi je me suis reconnue, en fait, dans le livre, et j'estime que ça me porte atteinte parce qu'on potentiellement on peut me reconnaître. Alors, devant les juges, ça a quand même peu de chances de prospérer comme argumentaire, mais c'est quelque chose auquel on peut penser. Donc, effectivement, diluer les choses ou changer vraiment l'ambiance de façon à ce qu'on ne reconnaisse plus nommément la personne, ça peut aussi aider à réduire considérablement le risque à ce niveau-là. Ouais, puis comme tu le disais, à relativiser un peu la portée de la chose. C'est quand si vraiment quelqu'un va en justice, c'est qu'il y a entre guillemets un intérêt, quoi. Parce que là, un petit roman qui se vend pas énormément, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour la personne? Pas sûr, quoi. Oui, on va retrouver ça vraiment, je pense, quand c'est des grandes maisons d'édition qui ont derrière, qui back up leurs auteurs. On a vu ça, mais on va peut-être en parler aussi sur l'utilisation des marques. Là, oui, c'est plutôt des grosses maisons d'édition qui vont décider de sortir les ouvrages parce qu'elles savent que derrière, ça va faire un gros succès, qu'elles auront les reins solides pour défendre leurs auteurs. Nous, en auto-édition, a priori, on n'a pas trop de risques, mais quand même, il faut faire les choses correctement. Donc, j'incite tout le monde à se poser la bonne question. Voilà, c'est déjà bien de se poser la question, en fait. Yes. Et en plus, on mettra les liens pour si jamais la question n'a pas trouvé de réponse. Clairement. Et donc du coup, tu as parlé des marques, très bonne transition, parce que par contre là, c'est un petit peu, encore une fois, on sort du domaine, et est-ce qu'on a le droit de citer une marque, et comment ça se passe? Alors, effectivement, les marques, une fois de plus, on va se retrouver confronté, on a deux droits qui s'affrontent. On a le droit des marques qui est protégé par le code de la propriété intellectuelle et le droit des auteurs, la liberté de création de l'auteur et sa liberté d'expression surtout. Donc, c'est vrai que si aujourd'hui le roman est contemporain et se passe dans un environnement contemporain, on a beaucoup de mal à ne pas citer de marque. Ne serait-ce que parce qu'il y a des marques qui sont totalement tombées en désuétude, ce qu'on appelle en désuétude, c'est-à-dire que c'était des marques déposées et aujourd'hui on a tellement utilisé leur nom pour désigner quelque chose que ce ne sont plus des marques. À titre d'exemple, Sopalin ou Frigidaire, c'était des marques, mais aujourd'hui, un frigidaire ou du sopalin, ça désigne absolument toute forme de papier essuie-tout ou de dispositif qui fait du froid pour ranger les aliments. C'est plus du tout des marques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que les marques elles-mêmes sont très attentives au fait qu'elles risquent la désuétude et donc elles ne vont pas vouloir ça. Elles veulent garder parce qu'une marque, c'est un investissement financier d'une entreprise. Donc ça reste un patrimoine, et donc les marques vont pas vouloir que leur marque soit utilisée à tout va pour ce genre de choses. Donc on peut tout à fait citer des marques ou utiliser des marques dans un roman. Néanmoins, pour ne pas tomber dans l'usage illicite de la marque, c'est-à-dire la contrefaçon, tout simplement, il y a plusieurs critères à respecter. Déjà, il faudrait que ça crée une confusion avec la marque en question. Si je cite une marque de voiture dans mon roman en disant mon détective conduisait une Maserati noire à fond sur les routes de je ne sais où, il y a peu de chances que Maserati trouve que c'est dénigrant pour sa marque. Et ensuite, je ne vais pas confondre le roman policier avec la Maserati. C'est Donc ça. là, le risque de confusion, il est quand même très, très éloigné. On ne va pas, a priori, un livre Maserati, bon, c'est pas forcément quelque chose qui va se confondre l'un dans l'autre. Mais c'est arrivé, on a une jurisprudence qui concerne des stylobilles très 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 connus, et cette marque de stylobilles très 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 connue a gagné contre un auteur qui
dans son roman, décrivait un auteur qui utilisait ces stylos sans dire que cette marque de stylo appartenait à cette marque de stylo. Donc, en fait, si vraiment on veut citer la marque de manière récurrente dans son roman, l'utiliser, en faire un peu un emblème, comme ça a été le cas pour Frédéric Beigbeder dans 99 francs, où il citait tout le temps des marques, mais plus quand même dans un objectif de critique, et bien dans ce cas-là, il suffit de citer la marque et dire mon auteur utilisait des stylos de marque truc, et en note de bas de page, on écrit marque truc appartient à truc. Au moins, voilà. on est couvert, parce qu'effectivement... Là, on est vraiment couvert au maximum. C'est vrai. Au maximum. Mais il faut comprendre quand même que dans ce cadre-là, le droit de la liberté d'expression de l'auteur va quand même primer sur le droit des marques. Ça, c'est une jurisprudence qui est assez constante. Donc la jurisprudence, c'est vrai que j'utilise un peu des termes, je suis désolée, mais la jurisprudence, c'est ce qui est dit par les juges. Les jugements qui sont rendus et qui en droit français sont une source du droit. Donc pour vous faire 2 minutes un petit cours de droit, en droit français, vous avez 3 piliers. Un, c'est la loi, donc ça va être nos codes, nos lois, tout ce que vous entendez comme ça. 2, c'est la jurisprudence, donc c'est ce que disent les juges et ce qu'ils écrivent. Et la troisième source du droit, c'est la doctrine. En fait, c'est l'interprétation, les discussions, les débats et aussi les lectures que font par exemple les professeurs de droit ou les très grands magistrats ou les très grands avocats de la loi, des textes et de la jurisprudence, et qu'ils mettent dans des ouvrages, etc. Ça reste une source pilier du droit en France. Donc là-dessus, pour l'utilisation des marques en particulier, c'est vraiment la jurisprudence qui a fondé cette idée que la liberté d'expression reste au-dessus du droit de la marque. Par exemple, on a eu, par exemple, ça a été tout à fait toléré qu'une marque de luxe de textile soit citée et utilisée dans un film qui était Camping, où en fait un des personnages porte des vêtements de cette marque. Et ça a été accepté parce qu'on disait, en fait, ça correspond tout à fait à la personnalité. Oui, ça colle avec la marque. Ah oui. En fait, ça le désigne. Donc, c'est logique d'avoir utilisé cette marque et ce n'est pas un souci. Voilà, par exemple. Donc, si votre roman se passe dans un milieu très très luxe et que votre héroïne porte tout le temps des sacs Chanel de la même matelassée, de la même forme et de la même marque, c'est pas trop surprenant. C'est pas surprenant, c'est son caractère, elle est comme ça, elle est très riche, elle est, je sais pas quoi, PDG ou j'en sais rien, elle porte du Chanel, voilà, c'est sa marque de fabrique. On va retrouver ça dans le Diable s'habille en Prada, où il y a énormément de marques qui sont citées. Donc voilà, ça, voilà, ne vous inquiétez pas trop sur l'usage des marques. Si vraiment, vraiment, vraiment vous avez peur, vous avez un doute, eh ben vous faites une petite note de bas de page en disant Chanel appartient à la marque Chanel rue Cambon Paris. Voilà, là vous êtes tranquille. Mais honnêtement, il ne faut pas trop se focaliser sur cette question. C'est pas un problème, on peut le faire. On peut aussi le faire à titre parodique ou caricatural. Ça, c'est vraiment, il y a une exception en droit français qui, pour le coup, est très particulière à la France. C'est l'exception de parodie et de caricature. Vous avez le droit, et c'est pareil pour les personnes. J'ai à l'esprit un petit compte Instagram qui parodie Harry Potter. Voilà, ça, c'est tout à fait possible. On a le droit. Vous avez le droit, si vous êtes auteur dans le style humoristique ou autre, que vous parodiez une émission de télé, par exemple, vous avez le droit de le faire. Ça, c'est une exception aussi du droit français qui est importante. Ça peut, par exemple, dans du feel good, on peut peut-être avoir ça. Donc, je vous le dis, ça aussi, là, vous avez le droit, c'est votre liberté d'expression qui va prendre le dessus. Yes, Anaïs, merci pour tous ces éléments, c'était hyper instructif et je pense que ça va aider vraiment tout le monde. Je pense aussi, t'as donné l'exemple du Diable s'habille en Prada, mais je pense aussi à la saga Millennium qui cite énormément de marques sans aucun souci, vraiment. Et bon, ça se lit bien et on a une hackeuse, c'est vrai que c'est assez drôle de savoir quel matériel elle utilise, même si c'est un peu, ça date un peu. On va passer un peu à notre partie contrat et contrat d'édition. Et moi, ma question, ça serait en fait tout simplement, qu'est-ce que tu nous conseilles si je suis une auteure, je reçois mon contrat d'édition, qu'est-ce que tu me conseilles de faire à part ne pas signer tout de suite? Alors voilà, effectivement, ça sera mon tout premier conseil. Alors je vais d'abord dire une petite note, un petit disclaimer, comme on dit chez nous. Tous les contrats sont spécifiques.
je vais vous donner quelques clés importantes, des points en fait d'attention à regarder, mais chaque contrat est différent, chaque contrat est spécifique, et surtout quand vous lisez une clause c'est un peu vivant, ça ne vit pas seul, ça vit dans un environnement complet qui est le contrat. Donc une clause toute seule, elle sera peut-être tout à fait licite, mais dans le cadre du contrat qui lui est peut-être déséquilibré, elle va changer du tout au tout. Donc ne vous fiez pas juste à une interprétation d'une clause ou deux. Vraiment, c'est un ensemble. Et si vous avez des très gros doutes, comme tu disais déjà, prenez le temps. Ne signez pas tout de suite. Je vous assure, ça me fait toujours mal au cœur de voir des personnes qui viennent me voir après coup en me disant j'ai signé ça et maintenant je ne sais pas comment faire, je suis pas satisfait, je trouve que ma maison d'édition ne fait pas ce qu'il faut, sauf que je suis coincée, je ne comprends pas comment je peux m'en sortir. Il n'y a rien de pire que ça en fait, parce que ça va déjà dévaloriser la personne, elle va se sentir pas bien dans son travail et ça c'est triste moi je trouve. Et ensuite nous juristes ou avocats ou que vous consulterez, on n'a pas beaucoup de billes. On va devoir creuser un petit peu et malheureusement parfois aller dans un sens de confrontation. Et c'est jamais non plus très très bon parce que ça peut braquer les gens, parce qu'on peut en venir à des extrémités qu'on préfère éviter en temps normal. Donc moi je dis toujours, il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès. Mais vraiment, vraiment, faites attention. Je sais que c'est hyper flatteur de recevoir le premier contrat, de se dire waouh, il y a des gens qui aiment ce que je fais, qui ont envie que je signe avec eux, qui valorisent mon travail, c'est top. Oui, c'est top, mais ça ne veut pas dire que vous devez signer n'importe quoi. Donc, dans le doute, appelez un avocat, contactez un juriste, voilà, prenez un professionnel si vraiment vous ne vous sentez pas de le lire vous-même. Et donc, moi, je vais vous donner un petit peu deux, trois points d'attention vraiment sur lesquels vous concentrez quand vous relisez. Donc déjà, votre contrat, il faut savoir que le contrat d'édition en particulier en droit français, il est libre, comme tous les autres contrats. C'est ce qu'on appelle la liberté contractuelle et c'est consacré par le Code civil. Mais le contrat particulièrement d'édition est encadré par le Code de la propriété intellectuelle. Donc on doit retrouver un certain nombre de choses. Notamment concernant la cession des droits d'auteur, puisque c'est votre patrimoine, c'est vos droits que vous cédez, on ne peut pas vous écrire n'importe quoi, il y a un certain nombre de mentions que l'on doit impérativement retrouver. Ça, un juriste, un avocat saura très très bien voir si tout de suite le contrat contient bien ces prérequis ou pas. Et déjà, s'il n'y a pas ça, ce qui est le minimum garanti par le Code de la propriété intellectuelle, c'est que peut-être il y a un petit souci. Donc ensuite, la première clause qu'il faut regarder, c'est la durée, et parce qu'elle va souvent de pair avec la résiliation et surtout la durée de cession de vos droits. Oui, vous pouvez céder vos droits pour la totalité de la durée des droits d'auteur, qui est, je le rappelle, toute votre vie et 70 ans après votre mort. Oui, c'est légal, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire? Donc il faut bien regarder la durée du contrat. Une durée courte est quand même à préférer parce que dans 5 ans, vous aurez peut-être envie de faire autre chose, vous aurez peut-être plus du tout envie d'écrire de la romance, vous voudrez changer de style, ou vous aurez plus du tout envie de voir cette couverture-là, elle vous plaira plus, vous voudrez refaire, vous voudrez revoir votre environnement de création. Donc c'est important de pouvoir régulièrement remettre en cause votre contrat, et donc une durée courte, 2 ans, 3 ans, maximum 5 ans pour moi, ça me semble préférable à des contrats de 10, 20 ou 30 ans, hein, clairement, où là, vous serez vraiment engagé pour une durée très longue. Et ensuite, dans la même clause ou dans une clause à part, vous pouvez avoir les conditions de résiliation qui sont à regarder de très près. Comment je m'en vais? Si ça ne va pas, comment je fais? Est-ce que je peux sortir? Même si on a, voilà, même si c'est notre premier contrat et qu'on est tout content, si les conditions sont pas terribles, il vaut mieux dire non et attendre le prochain contrat ou essayer de négocier celui-là, que de se retrouver coincé avec des conditions où on peut plus sortir. Vas-y, je te rends la parole, mais je trouvais ça quand même hyper important, ouais. C'est hyper important de le dire, oui. Quand on regarde un contrat, mais ça vaut même pour vos contrats de la vie quotidienne, hein, votre contrat de téléphonie, votre contrat d'assurance, votre contrat de ce que vous voulez. De travail. Voilà, de travail. Comment je fais pour m'en aller si ça va pas ou si ça me plaît plus? Déjà, est-ce que j'ai la possibilité de m'en aller pendant le contrat? Certains contrats, alors, si vous avez un contrat vraiment très court de 1 à 2 ans, c'est possible que vous n'ayez pas de clause de résiliation précise parce qu'effectivement,
on estime que ce sont des CDD et donc ils vont se terminer à date, bien vérifier, par exemple, par contre, s'il y a de la tacite reconduction ou pas. Si je dis rien, est-ce que ça va continuer et est-ce que je serai encore enfermée pour 1 ou 2 ans? Ou est-ce que si je dis rien, le contrat tombe et voilà, c'est terminé, on se quitte bons amis. Voilà, ça c'est des petites choses à savoir. Et ça s'appelle la tacite reconduction, ça sera exactement écrit comme ça dans le contrat. Le contrat sera tacitement reconduit à son issue pour une durée équivalente à la durée initiale, donc 1 an ou 2 ans, ou pour une durée indéterminée. Et ça peut être un gros problème. Donc bien vérifier la durée qui va correspondre normalement à la durée pour laquelle vous avez cédé vos droits. Là aussi, si vous avez 2 durées différentes, attention, il y a peut-être un loup. Et comment je m'en vais. Et dans comment je m'en vais, il y a aussi au bout de combien de temps et comment je le fais. Est-ce que je dois un préavis? Est-ce que je dois envoyer un courrier accusé de réception ou est-ce qu'un mail suffit? Voilà, il y a vraiment des petites choses comme ça à savoir. Ensuite, le deuxième grand volet, ça va être les obligations de part et d'autre. Je vous le dis tout de suite. Un contrat de maison d'édition qui demande à l'auteur de payer quelque chose, quoi que ce soit, vous n'avez pas à payer. Ne signez pas. Ne signez pas. Vous ne devez pas payer votre correction, vous ne devez pas payer votre couverture et vous ne devez pas payer vos exemplaires auteurs. Tu fais bien de le rappeler Voilà. parce que effectivement, il y a des maisons d'édition, mais pas à compte d'éditeur, mais à compte d'auteur, où là, eh bien, on n'est plus dans le cadre de un éditeur qui prend en charge un peu tout ce qui est entre guillemets de l'ordre de l'écriture et de la publication d'un livre, sauf la partie vraiment écriture du départ. Mais il y a des maisons d'édition à compte d'auteur qui, du coup, vont te demander de réaliser toi l'une de ces prestations ou de payer. Et effectivement, comme tu le dis, ça peut du coup, enfin, ça peut ressembler à un contrat d'édition et c'est vraiment un gros disclaimer qu'on vous fait si vous nous écoutez. Mais attention, il y a tellement d'histoires de personnes qui ont cru signer un contrat d'édition, mais c'était pas le cas. Et du coup, parfois, on croit qu'on le fait. Effectivement, on n'a rien payé. Par contre, c'était une maison d'édition à compte d'auteur et on doit nous faire la promotion, par exemple. Donc, tu fais bien de le rappeler. Par exemple, tout à fait. Ça, c'est une obligation, au même titre que la correction du manuscrit. Et j'ai aussi vu assez récemment des petites choses. A priori, on se dit que ça poserait pas de problème, mais pour moi, si, ça pose un problème, de remettre le manuscrit mis en page pour l'imprimeur. Ça, c'est problématique parce que vous êtes auteur, vous n'êtes pas, sauf si vous faites de l'auto-édition, mais ça c'est un autre souci, vous ne connaissez pas les desiderata des imprimeurs, vous ne savez pas avant de donner votre manuscrit quelle sera la taille de coupe, les fonds perdus, etc. etc. Tout ça c'est à la maison d'édition de le faire. Si c'est une vraie maison d'édition, c'est elle qui prend en charge le contact avec l'imprimeur et le fait que le fichier qui lui sera remis sera bien conforme aux demandes de l'imprimeur. Ça, c'est pas du tout à l'auteur de le prendre en charge. C'est une petite chose que j'ai vue là récemment, donc voilà, je souhaitais aussi en parler. Donc vraiment, si on vous demande de payer, alors là, c'est même pas la peine, vous ne signez pas du tout, jamais de la vie, c'est anormal. Si on vous demande d'effectuer des prestations aussi qui ressortent de l'imprimeur, de l'éditeur, là aussi, attention. Après, il y a des prestations, des obligations qui doivent être vues en commun. En tant qu'auteur, vous avez votre mot à dire sur la couverture. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Voilà, la couverture, j'ai des collègues écrivains qui aimaient pas la couverture qu'on leur a proposée, qui ont dit mais non, ça me convient pas. Vous avez le droit de dire non, mon livre il parle de ça, la couverture me convient pas. Et ça, ça fait partie des droits. Totalement, et c'est une obligation autant pour l'auteur que pour l'éditeur de collaborer. Un contrat d'édition, ça doit être une collaboration entre l'auteur et la maison d'édition. Donc déjà, s'il y a des choses comme ça où on vous impose certaines choses, alors après, il y a des choses que l'éditeur va imposer. Le fait que ça soit telle collection, par exemple, ça c'est lui qui dit, c'est ma ligne éditoriale, ça rentre dans telle collection, ça ira dans telle collection. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous signez pas. Mais ça pour le coup, c'est une prérogative de l'éditeur. C'est normal qu'il dirige la maison d'édition et que du coup, il sait mieux que l'auteur ou dans quel genre ça va, etc. Comment, voilà. Tout ce qui est promotion également, je finis juste là-dessus, tout ce qui est promotion également, ça c'est du ressort de l'éditeur. Par contre, vous avez le droit de dire et d'être consulté, par exemple, pour vos présences au salon. J'ai pas le droit de vous dire, vous devez impérativement honorer 5 salons dans l'année, et vous prévenir la veille pour le lendemain qu'il faut aller à Angers ou qu'il faut aller je ne sais où, à l'autre bout de là où vous habitez, en disant que c'est une obligation contractuelle.
oui, c'est une obligation contractuelle de faire de la présence et d'être là pour son roman, c'est normal, mais l'éditeur, là aussi, en collaboration avec vous, doit établir un planning et vous dire, voilà, ça sera fait comme ci, comme ça. On va dire qu'en gros, sur l'année, il y a 5 dates, mais tu seras prévenu 15 jours, 3 semaines à l'avance, tes frais sont couverts ou pas, voilà, ça c'est à savoir aussi. Voilà, ça c'est des petites choses qu'il faut vérifier C'est également. clair. Et ce que j'allais dire, c'était simplement pour rebondir sur la collection, parce que même moi, ça m'est arrivé, voilà, de discuter de la collection en plus, parce que bah, parfois, quand on débute, c'est comme tu le dis, c'est une collaboration, et si c'est un peu ouvert, bah, on peut discuter et avoir notre mot à dire, et à dire, bah moi, au niveau des collections, je pense ça. Et comme tu dis, bah, c'est une collaboration. Par contre, effectivement, après, il y a des maisons d'édition qui vont être plus petites, qui vont pas forcément pouvoir se permettre d'envoyer les auteurs partout dans toute la France, mais c'est marqué, ça, enfin, ça fait partie du contrat, ça fait partie Tout du à fait, partenariat, quoi. Et on, tout on à le sait fait. quand on commence. Si vous préférez Exactement. une petite maison, même si elle a pas forcément les moyens d'envoyer dans les salons, mais c'est une maison d'édition que vous aimez bien, avec qui ça se passe bien, bah, voilà, il y a des avantages et des inconvénients, quoi, finalement. Complètement. Et surtout, la question à se poser, je crois principalement quand on va signer un contrat et qu'on commence à demander des petits détails ou des choses, par exemple dire bah, il faut que je le lise, je vais prendre un peu de temps, etc. Si en face vous voyez que ça bloque tout de suite et qu'on vous dit ah non, 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 mais il n'y a pas besoin, je l'ai vu avec des avocats, c'est tout à fait légal, ben là, posez-vous la bonne question. Est-ce que j'ai envie de travailler avec quelqu'un comme ça, qui tout de suite se braque et qui tout de suite m'envoie dans le nez ses avocats? Peut-être pas, donc peut-être une autre structure sera plus adaptée à ce que moi je souhaite comme environnement de travail, parce que ça reste du travail. Et un travail, on le fait longtemps, et c'est pour ça, il faut être à l'aise, il faut être bien. Donc si déjà à ce niveau-là, vous vous sentez pas bien, bah, posez-vous bien la question, est-ce que j'ai envie de collaborer avec ces gens, en fait, hein, tout simplement. C'est ça, et Ça que peut vous être déjà soyez, un... ouais, vas-y. Ouais. Non, non, ça peut être déjà un bon pas, en fait. C'est clair, et que vous soyez pas encore publié, déjà publié, peu importe, ces droits-là, c'est les mêmes pour tout le monde en fait. Même si c'est le premier livre, si le contrat est pas génial, si vous sentez pas les choses, ben n'y allez pas quoi. Et c'est vraiment, je pense ça notre un peu conclusion là-dessus, c'est que vaut mieux ne pas signer ce contrat si ça va pas et attendre le prochain qui viendra, puisqu'il y en a eu un premier, il y en aura bien un deuxième, je pense, plutôt que Totalement. de se retrouver emprisonné dans une situation qui convient pas, etc. Je pense aussi, je Complètement. mettrai dans les liens des notes du podcast les contenus de Samantha Bailly qui en parle aussi un peu du fait Tout à que fait. parfois certaines maisons d'édition mettent un peu la pression justement parce que l'auteur est désintéressé, il crée, bah oui, mais il doit aussi se Hmm. défendre. On peut pas lui Puis faire on doit signer manger n'importe aussi. quoi. Et on doit On manger doit manger. complètement, Donc ça, complètement. le troisième point que je voulais mettre en avant, bah, c'est l'étendue de la cession de vos droits. Oui. Et avec ça, bah, combien vous allez toucher. Alors, on va être clair aujourd'hui, moi je vois plus d'avaloir, à part, je pense, dans des très grandes maisons d'édition et pour des auteurs qui ont, on va dire, pignon sur rue. Les avaloirs, je pense qu'on peut actuellement, surtout avec la crise, les oublier. Par contre, il y a des pourcentages qui doivent vous être accordés. Et en gros, si c'est en dessous de 10%, sans clause de revalorisation annuelle et sans clause d'échelle, hein, par exemple, où là, par exemple, vous avez une progression au nombre d'exemplaires vendus, ça, on voit ça pas mal, et c'est assez bien parce que ça vous montre que bah, l'éditeur aussi, il a intérêt à ce que vous vendez plus, et vous aussi, à produire, puisque bah, vous avez un petit intéressement. Ça, c'est tout à fait envisageable. Et surtout, concernant l'étendue de la cession de vos droits. Donc, comme je vous disais, vous cédez vos droits de reproduction et de représentation de votre œuvre à titre exclusif au moment de la signature du contrat, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez signé, vous ne pouvez pas aller vendre, entre guillemets, le même roman à un autre éditeur. Hein. Ça ne se fait pas, par contre. Hein. Mais, par exemple, il faut vraiment regarder si vos droits voisins de droits d'auteur, et notamment tout ce qui est droit audiovisuel, reproduction cinématographique, etc., feront l'objet d'un contrat à part ou d'un avenant au contrat principal d'édition. Pourquoi ? Parce que la rémunération de ces droits et la cession de ces droits, c'est pas du tout la même chose que vos droits d'auteur de reproduction et de représentation de votre œuvre écrite. Donc, je préfère toujours voir un contrat où ça sera traité à part, parce que là, on n'a pas du tout besoin, au moment où on va éditer un premier roman, de parler de l'adaptation en film. Hein. Tout à fait. Aucun moment. Hein. Ou de céder ça à des tiers qui seraient TF1 ou je ne sais qui pour faire des séries. Là, c'est absolument prématuré à ce niveau-là. Donc, si votre contrat contient une clause de cession de vos droits au titre cinématographique et audiovisuel, méfiez-vous. Et demandez si ça ne peut pas être tout simplement dit que ça sera traité à part. Comme ça, vous êtes tranquille, vous ne fermez pas la porte,
mais vous faites savoir à l'éditeur que pour vous, c'est quand même prématuré de céder vos droits à ce moment-là. C'est vos droits, ça reste vos droits. Voilà, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi avec, parce que demain, votre éditeur cède vos droits, je dis n'importe quoi, à W9, qui est une chaîne que vous détestez, pour faire une adaptation type télé-réalité ou je sais pas quoi. Vous n'aurez pas votre mot à dire parce que vous avez cédé, et vous allez vous en vouloir toute votre vie. Donc ça, c'est quelque chose à regarder et dire, voilà, si on peut le mettre à part, et ça va de pair effectivement avec la rémunération de vos droits en fait. Et enfin, le dernier point que je voulais mettre en avant, ce sont les clauses de préférence. On me pose très souvent cette question. Les clauses de préférence sont tout à fait légales, mais elles sont encadrées. Donc elles doivent être limitées dans le temps. Et elles doivent être limitées en termes de nombre d'ouvrages visés. Votre éditeur n'a pas le droit de vous demander de droit de préférence sur plus de 5 de vos ouvrages. Donc ça, c'est important à savoir. Et aussi, normalement, elle doit être écrite de façon à ce que le genre de votre roman est prévu. Si vous écrivez une romance et que votre contrat vise cette romance, s'il y a un droit de préférence, donc vous avez l'obligation de présenter à votre éditeur les 5 prochaines romances que vous écrirez. Si d'un coup vous vous mettez à écrire de la dark fantasy, vous n'aurez pas à lui proposer la préférence. Également, le droit de préférence, pas d'affolement, c'est un droit de préférence, c'est-à-dire que vous devez proposer en premier lieu à l'éditeur votre ouvrage, mais il peut ne pas en vouloir. C'est ça, c'est pas obligatoire de l'éditer chez lui. De l'éditer chez lui. C'est pas ça que ça veut dire que vous êtes obligé de proposer. Et en général, dans le même genre. Donc, si vous écrivez totalement autre chose que ce que vous avez au départ fait avec cet éditeur-là, vous n'avez pas d'obligation à ce niveau-là. Vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre. Yes, génial. Je crois qu'au niveau contrat, on est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est tous les points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Et comme on l'a dit en début, warning, un contrat c'est vivant, un contrat c'est un organisme complet. Donc ces clauses-là sont importantes, mais elles ne fonctionnent que dans un ensemble. Et donc effectivement, par exemple, une clause de préférence qui serait bien rédigée, elle est licite totalement, mais peut-être combinée avec une durée très très longue et d'autres conditions, elle sera abusive. Voilà. Donc c'est vraiment à regarder dans son ensemble et pas clause par clause, et de préférence avec un spécialiste si vraiment vous avez des gros doutes. Et ça me fait penser aussi, on a critiqué entre guillemets les maisons d'édition à compte d'auteur, mais ça existe et ça peut être un choix si on a envie tout simplement d'avoir son livre en version imprimée. On n'est peut-être pas obligé de se donner tout ce mal effectivement. Et il y a du coup certaines maisons d'édition où c'est possible et où du coup il y aura un contrat aussi pour que nous, du coup, effectivement, moyennant par exemple une somme, moyennant certaines prestations qui vont être payantes, mais qu'on arrive à éditer notre livre et c'est ok, il faut simplement être vigilant sur le contrat et bien distinguer les deux et voir ce qu'on a envie de faire aussi, tout simplement. Exactement. Et alors, à mon sens, pour ça, il y a l'auto-édition. Et c'est génial parce que on arrive justement aux questions liées à l'auto-édition, parce que comme le dit Anaïs, moi aussi, je trouve que tant qu'à faire, autant regarder pour faire soi-même finalement, parce que ça se fait. Anaïs en est la preuve. Et du coup, on a reçu plusieurs questions sur l'auto-édition. La première question, c'était le meilleur statut pour un auto-édité. Alors, la question du statut, malheureusement, aujourd'hui, depuis le 1er janvier, elle est un petit peu épineuse. Alors, il faut savoir qu'avant la parution d'un décret qui est sorti en août 2019, la plupart des auto-édités créaient donc une auto-entreprise jusqu'en 2015 et maintenant une micro-entreprise pour déclarer proprement les revenus issus de leur auto-édition et pour aussi bénéficier des plafonds, de l'exonération de TVA, etc., d'un certain nombre de choses, sachant que, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par contre, quand on est micro-entrepreneur, on ne veut pas, par exemple, déduire ses charges. Mais le bonus, entre guillemets, en échange, c'est que on n'est pas assujetti à TVA et on a des plafonds assez élevés de revenus qui permettent d'être en gros exonéré de pas mal de taxes et notamment d'impôts sur les sociétés. Donc
Jusqu'à maintenant, effectivement, les auteurs auto-édités, c'était préférable qu'ils prennent ce statut. Alors, depuis l'apparition de ce décret, les auteurs auto-édités peuvent bénéficier du statut dit d'artiste-auteur, qui était jusqu'à présent réservé aux auteurs qui sont en maison d'édition. Alors, le statut d'artiste-auteur, outre qu'il ouvre, on va dire, droit à un certain nombre de prestations, notamment sociales, et au statut de l'AGESA, de la protection sociale de l'AGESA, etc. Je crois que c'est là aussi, je vous renvoie sur les excellentes vidéos YouTube de Samantha Bailly ou sur son compte Instagram. Elle en parle extrêmement bien puisqu'elle a eu des gros soucis au niveau de son congé maternité, je crois. Elle a eu des difficultés. C'est ça. Voilà, donc elle explique ça bien mieux que moi parce que ça, c'est pas du tout ma spécialité. Par contre, du coup, un auteur aujourd'hui nouveau qui se lance en auto-édition n'a plus réellement besoin de créer une micro-entreprise. Il peut le faire, mais s'il ne le fait pas, il devra tout simplement déclarer ses revenus dans son impôt sur le revenu. Alors attention au titre des bénéfices non commerciaux. Et en parallèle, par contre, ça c'est un petit peu le petit écueil, il devra impérativement ouvrir un compte à l'URSSAF du Limousin et déclarer également ses revenus auprès de l'URSSAF du Limousin, qui est le seul interlocuteur, c'est bien précisé sur leur site, des auteurs artistes-auteurs. Voilà. Donc il y a un très joli site artiste-auteur, je vous encourage à aller le regarder. Mais je sais que, alors est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'inscrire, certainement, ils ont quand même du mal à traiter les demandes, puis bon, on est en période... On imagine. Voilà. Puis on est encore en période malheureusement Covid, donc ils sont peut-être aussi restreints en termes de personnes. En tout cas, c'est très très long. Pas d'affolement, alors ne soyez pas en train de vous dire oh là là mon Dieu, j'ai pas déclaré à l'URSSAF du Limousin, je vais me faire taper sur les doigts, je vais prendre une amende, etc. On est en période, là encore une fois, Covid, donc en fait en période d'urgence sanitaire, tous les délais sont rallongés et également tout ce qui est pénalité ne peut pas s'appliquer. Donc pas de stress. Si vous choisissez de ne pas créer votre micro-entreprise et de déclarer vos revenus au BNC, si vous n'arrivez pas tout de suite à les déclarer à l'URSSAF du Limousin, c'est pas très grave. Suivez-le quand même de près pour être dans les clous, mais pas d'affolement. Vous n'allez pas avoir demain le fisc qui va taper à votre porte en vous exigeant des 1000 et des 100. Après, ça peut dépendre des cas. Il peut toujours y avoir des cas, malheureusement. Ça arrive. Mais en tout cas, c'est ce nouveau statut qui est actuel. Donc, pas obligé de faire une micro-entreprise, possibilité de bénéficier du statut d'artiste-auteur désormais. Par contre, effectivement, il y avait un gros trou quand même dans la raquette qui est tous les auteurs auto-édités, comme moi, avant le décret, et qui ont fondé leur micro-entreprise ou leur auto-entreprise, parfois depuis des années. J'en connais qui en sont à leur 10e ou leur 9e roman, et qui ont toujours fonctionné comme ça sans aucun souci, et qui là se sont dit, mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? A priori, rien. On peut rester comme on est. Mais alors là, je prends des très 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 grosses pincettes, parce que comme je vous disais, il y a un vide juridique à ce niveau-là. Le décret est totalement muet, le code de la propriété intellectuelle est totalement muet, l'URSSAF du Limousin est muette, je leur ai écrit, ils m'ont jamais répondu, et les seuls qui ont répondu à quelques auteurs de ma connaissance, c'est la Société des gens de lettres, la SGDL, qui a bien voulu répondre à certains auteurs auto-édités, alors que c'est pas une population que la SGDL traite. Normalement, c'est vraiment une association à but non lucratif, patronat, pardon, pas patronat du tout, but non lucratif, ça suffira, qui s'occupe en fait des auteurs en maison d'édition normalement. Mais ils ont dû comprendre qu'il y avait quand même des grosses interrogations, ils ont bien voulu répondre. Donc a priori, il n'y a pas de double déclaration à faire ou de double imposition. Ça, de toute façon, c'est interdit dans le droit français. Mais bon, malheureusement, quand il s'agit d'argent, on peut trouver des soucis. Donc, si vous êtes en auto-entreprise ou en micro-entreprise, continuez de faire comme d'habitude, trimestriellement ou mensuellement, déclarez vos revenus à l'URSSAF. Là, c'est l'URSSAF de chez vous, généralement, et la CFE qui est locale, où vous avez déclaré votre auto-entreprise, votre siège social, entre guillemets, et a priori, il n'y aura pas de souci. Et effectivement, je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus, du fait de dire que quand on déclare en tant que micro-entrepreneur nos revenus à l'URSSAF, on reçoit un témoin de déclaration,
on est aussi un témoin de paiement quand on a quelque chose à payer. Donc, on pourra toujours prouver qu'à un moment donné, on a bien payé, on a bien déclaré et qu'on est quand même à jour. Qu'on l'ait pas fait au bon organisme, a priori, c'est pas trop notre souci puisque c'est pas écrit. Donc on pourra toujours quand même argumenter là-dessus. Donc je voulais aussi rassurer les auteurs auto-édités en micro-entreprise qui se poseraient des questions par rapport au statut d'artiste-auteur. Et pour les autres, si vous êtes nouveau sur le marché, j'ai envie de dire, eh ben vous cassez pas la tête, prenez peut-être le statut d'artiste-auteur, déclarez vos revenus au BNC et n'oubliez pas votre petite inscription à l'URSSAF du Limousin. C'est une bonne nouvelle en fait ça, parce que ça veut dire qu'on va dans le sens des auteurs auto-édités, chose qui n'était pas le cas avant, notamment les auteurs auto-édités, ils pouvaient pas bénéficier d'une protection sociale comme le permet ce statut-là, et s'inscrire à l'URSSAF du Limousin, du coup, ça le permet, bon, à voir évidemment sous certaines conditions, etc. On a parlé tout à l'heure de Samantha Bailly qui est auteur, elle, pas auto-éditée, qui a quand même un peu galéré, mais effectivement, elle est mixte, je crois. ouais, elle est chez les deux, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, bon, globalement, c'est une bonne nouvelle. Après, effectivement, donc, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra les liens quand même utiles vers ce que tu as mentionné dans les notes du podcast, à savoir aussi que là, on est en mars 2021. Si jamais ce vide juridique est comblé, on viendra le mettre à jour. Parce qu'effectivement, mettez-vous à jour quand même, au cas où la situation aurait changé. Mais effectivement, ça, comme tu le dis, avoir déclaré au mauvais endroit, surtout quand il y avait un vide juridique à l'époque, c'est quand même pas trop un problème par rapport à ne rien déclarer du tout, etc. Alors normalement non, mais comme on parle de l'administration fiscale, oui, voilà. Je prends toujours des très grosses pincettes avec eux parce qu'effectivement, malheureusement, ça peut vite dégénérer. Alors après, bien entendu, toujours pareil, si vous gagnez 150 € entre Amazon et ce que vous vendez en direct, n'ayez pas trop d'inquiétude, on ne viendra pas vous chercher à ce niveau-là. Par contre, si vous commencez à avoir des revenus qui sont plus conséquents, il vaut mieux être clean, vaut mieux essayer d'être clean au maximum, ne serait-ce que pour être tranquille d'esprit. Je sais que c'est très embêtant, toutes ces questions administratives, mais effectivement, vaut mieux tenter d'être tranquille à ce niveau-là, quoi. Clairement. Je crois que du coup, sur le statut, on a pas mal répondu aux questions. Et il nous restait une question sur les recours qu'on peut avoir contre le téléchargement illégal de son œuvre, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger aussi. Alors, je fais partie d'un petit groupe d'auteurs qui échangent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et ça, c'est une question qui revient, mais quotidiennement quasiment. Il y a toujours des nouveaux auteurs qui pensaient pas et qui découvrent d'un coup leur œuvre sur tel ou tel site de téléchargement illicite. Je veux pas leur faire de pub, donc je n'en citerai pas. Mais effectivement, on peut agir. On peut agir, c'est plutôt en deux temps. Pour moi, il y a le premier temps de dire je vais contacter le site en disant ce que vous faites c'est illégal. Je vous mets en demeure de cesser de diffuser mon œuvre en citant les textes qui vont bien et qui consacrent votre droit d'auteur. Aussi en citant et en mettant tous les éléments qui peuvent prouver votre droit d'auteur. Donc ça, c'est assez simple. Si vous avez publié, par exemple sur Amazon, vous pouvez prendre une capture d'écran de votre console Amazon pour prouver que c'est bien vous. Vous pouvez, alors je vous conseille pas d'envoyer sur ce genre de site vos pièces d'identité, même en copie, honnêtement. Oui, d'accord. Voilà. Par contre, si vous avez fait des démarches pour protéger votre œuvre en parallèle, ce que je vous recommande notamment, c'est deux choses. Premièrement, vous pouvez passer par le site de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle en France, pour déposer vos œuvres via ce qu'on appelle une enveloppe solo. Ça coûte 15 €. Ça se fait en ligne. Et là, vous êtes tranquille. L'INPI garde en fait copie de votre œuvre et c'est tout à fait c'est un témoin en fait du fait que c'est bien votre œuvre et c'est bien une antériorité. Si vous avez un collègue, un ami d'amis qui connaît très bien un notaire ou un avocat, vous pouvez déposer votre œuvre chez lui. Il va la mettre dans un coffre, il va tamponner, signer le fait qu'il l'a bien reçu et c'est un témoin de publication aussi très efficace. Ou si vraiment vous n'avez aucun moyen et vous voulez pas ou vous n'avez aucune possibilité, vous pouvez vous poster votre manuscrit à vous-même en accusé de réception. C'est valable, c'est moins protecteur, je ne vais pas vous mentir, mais c'est quand même un témoin de publication, ou en tout cas un témoin de propriété tout à fait valable. Donc c'est une petite astuce que je vous donne. Donc écrire à ce site avec les textes de mise en demeure et du code de la propriété intellectuelle, avec les éléments qui prouvent que vous êtes bien l'auteur. Si vous tombez sur un site
qui n'a pas très envie qu'on lui fasse des problèmes, ça se peut que ça s'arrête là. Il retire votre roman et c'est terminé. Si c'est compliqué ou si vous sentez qu'il y a une réticence, le deuxième conseil, c'est de faire exactement le même, enfin, pas exactement en adaptant, mais le même mail de mise en demeure à l'hébergeur du site. Les hébergeurs ont une responsabilité du contenu qu'ils hébergent. Alors, ils ne sont pas responsables du fait que ce soit illicite, mais par contre, si on le leur signale et qu'ils ne font rien, là, ils sont responsables parce qu'ils hébergent des gens qui font des choses illicites. Donc, généralement, ça réagit bien. Des fois, ça réagit pas bien, ou en tout cas, là, on a eu un exemple récent dans ce petit groupe dont je parlais, où il y a eu d'abord une mauvaise réaction. Et ensuite, en durcissant un petit peu le ton et en disant non, 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 mais d'après tel texte, et comme ça, et je suis bien le propriétaire, je vous le prouve, ce que font ces gens, c'est interdit, on obtient des réponses beaucoup plus souples et qui disent ah oui, effectivement, on n'avait peut-être pas pris ça en compte, oui, on va voir ce qu'il est possible de faire pour que votre roman soit retiré. Et je pense surtout que ce qui va compter là dans ce cas-là, c'est peut-être le nombre, c'est-à-dire que c'est des sites que les auteurs connaissent en général, c'est souvent les mêmes sites. S'il y a une pléthore d'auteurs qui écrit à ces sites en disant vous hébergez tel site et c'est un site pirate, là ça peut clairement faire de l'effet. Parce que l'hébergeur va se dire ah mince, c'est pas une personne, c'est 10, c'est 20, bon, ça commence à sentir pas bon pour moi. Voilà. C'est ça, et donc tu nous encourages à le faire, si ça nous arrive. Je vous encourage à le faire. Clairement, si ça permet de lutter contre le téléchargement illégal et de protéger tous les auteurs, finalement. Bien sûr, parce qu'on aura beau dire, moi, on m'a déjà fait la réflexion, ouais, mais ça veut dire que ton roman, il plaît bien et que du coup, c'est une notoriété pour toi. Ben, en fait, non, parce que ces gens qui téléchargent illicitement, ils vont pas mettre des avis sur Amazon ou sur Fnac ou sur n'importe quelle plateforme. Ils vont pas en parler autour d'eux parce que c'est illégal. Et ils portent atteinte à mes droits et puis aussi à mon porte-monnaie. C'est autant de ventes que je ne réalise pas. Donc oui, effectivement, je suis un artiste, j'écris pour le plaisir et j'écris pour le plaisir de la création et de raconter des histoires, mais j'aime bien aussi manger de temps en temps. C'est ça. Et tous les auteurs sont concernés par ça, je trouve. C'est ça qui est important aussi à retenir. C'est même si, comme tu le dis, même en maison d'édition, qu'on soit en maison d'édition est ultra protégé, tout comme un auteur auto-édité qui vient de sortir son premier roman, on a le droit d'écrire à ses hébergeurs et de faire toutes les démarches que tu as citées parce que c'est à nous, on est protégé par le droit d'auteur. Également, j'encourage toutes les personnes qui remarqueraient et peut-être elles vont voir que leur propre roman n'y est pas, mais c'est pas grave. Pour moi, ça fait partie de la solidarité entre auteurs. Oui. Vous pouvez signaler ces sites sur la plateforme du ministère de l'Intérieur qui s'appelle Pharos, en disant attention, j'ai repéré tel site. Je m'appelle. Alors, on va vous demander votre nom, votre prénom. Ça, c'est normal. J'ai repéré tel site. Il est pour moi. Il incite à commettre des actes illégaux, qui est le téléchargement illégal. Et ça va quand même inciter aussi le ministère de l'Intérieur à de temps en temps faire du ménage. Donc ça, pour moi, c'est plus un acte de solidarité dans la communauté des auteurs. Si vous remarquez ce genre de site, même si votre œuvre n'y est pas, vous pouvez quand même faire quelque chose pour aider vos collègues qui sont peut-être dessus, en signalant ce site. Voilà. Super, on mettra le lien dans les notes, mais ouais, tu fais bien de le dire, effectivement, complètement. On l'a pas dit, mais alors si vous le faites, c'est top pour les autres auteurs et le but c'est quand même de s'entraider finalement. Exactement. Yes, Anaïs, trop bien. Et du coup, la question qui me venait en tête, en fait, c'est que personnellement, alors moi, je mettrais en garde aussi les personnes qui postent leurs extraits, notamment sur Facebook ou sur tout et n'importe quoi, parce que poster son extrait sur une plateforme quelle qu'elle soit, ça veut dire que il y a des certaines conditions d'utilisation, et je suis à peu près sûre que sur Facebook, on n'est pas protégé du tout. Ça nous appartient plus ou moins plus, je pense, de ce que je crois savoir sur les données. Je sais pas si tu as des éléments là-dessus. Alors, le problème des plateformes comme Facebook ou Instagram, c'est qu'effectivement, elles font leur propre loi, ou même c'est Google. Ça. On va être clair. Par contre, vous avez toujours vos droits d'auteur, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, pour contourner le souci, on peut mettre des extraits parce que c'est quand même profitable pour moi en termes de promotion. Les gens, ça va leur donner envie, etc. Donc, faire des extraits courts. Voilà, faire des extraits courts. Effectivement. Mettez pas 3 pages. C'est ça. En fait, je pensais effectivement, t'as raison de parler des extraits courts. Justement, moi, je pensais aux extraits un peu plus longs quand on va sur un groupe pour s'entraider entre auteurs, etc. Et là, je dirais de faire attention. Et effectivement, par exemple, pour ma part, j'écris un roman, il y a une plateforme d'échange d'extraits, mais dans mes conditions, moi, j'ai dit que c'était OK. Et de toute façon, j'ai les adresses mail des inscrits.
Donc, je sais à qui appartient tel extrait et je pense que du coup, c'est à peu près suffisant parce que je peux pas faire beaucoup plus. Mais effectivement, je dirais d'être un peu vigilant quand on commence à partager des extraits longs à où on les met, tout simplement. Alors après, c'est toujours pareil. Je pense aussi à un exemple quand on envoie en tant qu'auteur son roman ou son Oui. fichier pour des bêta-lectures, c'est quand même quelque chose qui est basé sur la confiance. On va pas d'un coup se mettre. Enfin, moi, je trouverais ça extrêmement dommage. Bon, d'abord, il y a le choix. Moi, je choisis mes bêta lectrices Tout et à fait. bêta lecteurs, donc j'en ai que j'ai depuis très longtemps qui me suivent depuis mes premiers. Et les nouvelles personnes que je peux prendre, ce sont des personnes en qui j'ai entièrement confiance, soit parce que d'autres auteurs travaillent avec elles et je sais que ce sont des personnes de confiance, soit parce que moi-même je les connais, j'ai appris à les connaître avec le temps et seulement à ce moment-là, je vais accepter ou je vais leur proposer, parce qu'elles peuvent me dire non aussi, hein, si elles n'ont pas le temps, de faire ma bêta lecture. Je sais qu'il existe aussi des techniques pour, quand on envoie un PDF notamment, signer son PDF, mettre un certain format de couleur en filigrane pour que ce soit entre guillemets personnalisé ou moins lisible si c'est téléchargé plusieurs fois. Donc ça, moi, je suis pas une spécialiste de la technique, je sais que ça existe. Moi, ce que je fais en général, c'est qu'effectivement, je signe chaque PDF et je mets un petit mot spécifique. Comme ça, si jamais ça se retrouvait quelque part, je saurais de qui ça vient. Intéressant, C'est une petite effectivement, idée. ouais. Parce que bon, on a quand même parlé, bon, à mon avis, le mieux est aussi de faire ce que tu disais au départ avec l'envoi du manuscrit, mais effectivement, ça c'est peut-être, c'est pas, enfin, on va pas forcément le faire à toutes les étapes du processus, donc c'est aussi bon à savoir. Ça me fait penser d'ailleurs que là récemment j'ai changé avec des auteurs qui conseillaient carrément, alors je pense que ça dépend beaucoup des domaines, etc., mais de pas forcément envoyer les manuscrits complets aux maisons d'édition quand on les connaît pas très bien, parce qu'il peut y avoir, il y a eu des cas comme ça. Alors effectivement, bon, c'est un peu difficile aujourd'hui de faire autrement avec la plupart des maisons d'édition. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire, bah, si vous avez le choix et que vous connaissez, et de pas forcément l'envoyer et que vous connaissez pas forcément la maison d'édition, bah, tant qu'à faire, n'envoyez pas tout le manuscrit. Alors après, il y a beaucoup encore de maisons d'édition qui fonctionnent en format papier. Hein. En Moi, plus, ça, ouais. je trouve que c'est un peu archaïque. Mais bon, au moins, avec le papier, il faudrait vraiment tout photocopier, tout recopier. Enfin, ça devient compliqué de plagier ou de prendre quoi que ce soit. Mais oui, bien sûr, il faut, sans être, sans tomber dans une espèce de paranoïa, il faut rester vigilant, il faut C'est ça. connaître le fait qu'il y ait des moyens, et c'est, je pense, ce qu'on vient de vous donner comme clé, là, ça me semble déjà pas mal, hein, vous avez quand même pas mal de choses à voir et à faire, et oui, il y a toujours des solutions sans, voilà, sans tomber dans une paranoïa, Bien effectivement, ne sûr. pas envoyer la totalité de son manuscrit, c'est peut-être une bonne façon de faire. Après, par exemple, oui, pour de la bêta lecture, clairement, on va envoyer la Bah oui, totalité. c'est ça. Alors après, on peut aussi fonctionner au chapitre. Voilà, on peut voir avec la personne. Mm, mm. C'est Voilà. clair. Et puis, comme tu dis, je pense qu'effectivement, se l'envoyer, alors, soit en accusé de réception ou quoi, ça coûte quelques euros, ou à la rigueur par mail, si c'est encore sous tout le début du processus. Par mail, ça n'aura Et pas la même valeur, c'est ça, pardon. ça n'aura pas la même J'ai valeur. dû Ouais, voir, ouais. non. C'est ça. Mais par contre, voilà, si on commence à poster des extraits, bah, on a une copie mail éventuellement. Mais par contre, le Bien jour où sûr. on envoie une bêta lecture complète, bah là, on s'envoie un recommandé. Et puis voilà, comme ça, il est déjà protégé. C'est pas obligé d'arriver à chaque fois qu'on envoie le manuscrit quelque part. Une fois, par exemple, ça peut suffire. Et puis après, peut-être une deuxième fois, au moment où on a quasiment fini nos corrections et qu'on va se mettre à l'envoyer à des maisons d'édition, par exemple. Tout à fait. Yes, et ben on a balayé un petit peu toutes les questions. Il y avait quand même, du coup, comment dire, des personnes à qui il arrive, à qui tout ça ne répondra pas parce que vous avez des problèmes très spécifiques, auquel cas, je vous recommanderais de regarder les notes du podcast. Je mettrai les liens vers ce que propose Anaïs sur le petit romancier. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, peut-être qu'on n'aurait pas forcément Euh, évoqué. Là, clairement, non. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour. C'est clair. Je poste aussi régulièrement sur mon compte Instagram des petits posts de vulgarisation juridique sur des questions de ce type-là. Donc, vous allez retrouver qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur, comment je peux protéger, comment je fais un concours sur Instagram, par exemple. Ça, c'est aussi, ou un Oui. jeu concours, quel qu'il soit. L'exception de courte citation, etc. Voilà, ça, c'est des petits résumés que vous allez retrouver. Et bien entendu, oui, si vous avez des questions extrêmement spécifiques et précises que vous ne trouverez pas la réponse dans tout ce qui est vulgarisation, oui, là, il faut faire appel à quelqu'un en particulier, à un professionnel du droit, que ce soit un avocat ou autre. C'est ça, Voilà. effectivement.
Eh ben, merci beaucoup Anaïs pour notre échange. Merci pour ta patience parce que c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre malheureusement. Voilà, les aléas de, de la technique. Donc mille merci Anaïs. Et puis ben voilà, je vous renverrai vraiment vers les notes du podcast. Donc j'écrisunroman.fr/podcast. Il y aura vraiment tous les éléments dont on aura parlé aujourd'hui et les liens pour aller plus loin et pour contacter Anaïs. Encore merci. Merci à toi. À dans 2 semaines au Café des auteurs. Bye.